mon travail sur l'inversion de modèles à partir des données crowdsourcées. C'est une thèse entre deux disciplines. D'une part, on traite d'abord une problématique en agronomie. Plus précisément, on traite l'état hydrique des vignes. Et d'une autre part, on travaille beaucoup sur la data science, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de modélisation statistique. Voilà. Et pour ma part, j'ai eu une formation agronome à l'Institut Agro Montpellier. J'ai eu une spécialité agrotique. Et il y a quelques années, j'ai bien découvert ma passion envers statistique. Donc aujourd'hui, je m'amuse bien dans ce sujet. Pour cette présentation, je vous propose ces trois parties classiques, contexte, les travaux, puis une petite conclusion. Voilà. Donc, pour recommencer, je vais vraiment commencer par le du vent. Je pense que beaucoup des gens boivent du vent. Et pour produire du bon vent, il faut de bonnes raisins, il faut des bonnes vignes. Et ben, il y a une chose qui associe le vin, le raisin et des vignes, c'est de l'eau. Voilà, c'est de l'eau. C'est de l'eau qui vient de la terre, qui tombe du ciel. En effet, l'eau, c'est quelque chose qui est très contrôlé pendant la production agricole. Par exemple, pour un viticulteur, au début de l'été, il veut bien que les plantes ont assez de l'eau pour que les plantes puissent développer leurs feuilles. Par contre, au fur et à mesure, il ne veut pas que les plantes ont beaucoup de l'eau pour les baies des raisins puissent développer leur arôme spécifique. En fait, c'est lié avec la physiologie des plantes. Du coup, pour faire ce type de gestion, de suivi, il faut que les viticulteurs soient capables d'avoir une idée globale sur la quantité de l'eau qu'on peut en avoir dans le sol, voilà, sur la partie droite du diapo. Du coup, ça, c'est la question centrale de cette thèse, c'est qu'on veut estimer la quantité maximale de l'eau qu'un sol peut contenir et qui est disponible pour la plante. Et cette variable qu'on cherche s'appelle AWC, Available Water Capacity, ou en français, on l'appelle la réserve utile. C'est une information très importante qui intervient directement dans beaucoup de décisions au niveau parcellaire. Par exemple, la gestion de fréquence et le moment de l'essaimage, la gestion de l'enherbement dans les parcelles. Parce au cas où que vous ne savez pas, en fait, l'enherbement peut avoir une compétition de l'eau avec les lunes, etc. Mais même au-delà de cette échelle plutôt parcellaire, cette information est aussi importante pour une échelle plus grande, on va dire. Par exemple, en 2019, le gouvernement français a publié cette base de données qui décrit globalement la distribution de la réserve utile dans le territoire de la France. Du coup, avec cette information, on arrive à mieux gérer de l'eau de manière collective au sein d'une région, mais aussi ça nous permet de faire des projections, des scénarios, de simulations avec des modèles dans un contexte de réchauffement climatique où on aura peut-être plus en plus fréquemment le sécheresse, par exemple. Pour illustrer, je vous partage une petite affiche là. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon souris, peut-être pas. Voilà. Euh, pardon. Voilà, une petite affiche sur un documentaire qui témoigne l'impact de réchauffement climatique sur les lignes françaises. Du coup, c'est une information précieuse, mais c'est aussi une information qui est coûteuse. Aujourd'hui, il existe deux manières pour obtenir cette information AWC. Le premier, il s'agit de faire des fosses pédologiques. En fait, on va faire des grands trous dans le terre et puis on va faire des échantillons de sol aux différentes profondeurs. Et la deuxième approche, il s'agit d'installer des sondes capacitives qui suivent l'humidité du sol aux différentes profondeurs dans le sol. Mais les limites de ces deux approches-là sont que ce sont des limites, ce sont des approches qui coûtent cher. Déjà, pour avoir une bonne description de AWC au sein d'une parcelle, on ne peut pas faire des trous partout dans une parcelle. On n'a peut-être pas moyen d'installer plein de sondes capacitives partout. Donc la question se pose comment est-ce qu'il y a des mesures ou des capteurs moins chers pour évaluer AWC? Ben, si on réfléchit bien, en fait, les vignes est aussi un capteur.
parce que plus, bah, c'est intuitif, hein, plus un sol est sec, moins une vigne va accroître. Et c'est réellement le cas qu'on observe sur terrain. Par exemple, si on observe la partie la plus poussante dans la partie aérienne d'une vigne qui s'appelle apex, on trouve les différents types des apex en fonction de l'état hydrique des vignes. Dans la photo qui est au milieu, plutôt à gauche, dans la zone entourée, on voit que l'apex, sur l'apex, il reste quand même des feuilles. Voilà, l'apex reste vert, en fait, c'est très tendre, qui est au contraire à la situation qui est à droite, où l'apex devient tout sec, on dirait un petit bout de bois. Là, cela signifie que la plante manque de l'eau. À partir de cette information, on arrive à concevoir un indicateur approximatif de l'état hydrique des vignes qui se base justement sur l'observation et la classification des apex. Donc, grâce à une application mobile qui s'appelle Apex Vigne, qui a été développée par un autre projet de thèse de Digitag, on arrive à classifier les apex en 3 classes, puis l'application va nous fournir un indicateur qui s'appelle IG-Apex, qui décrit l'état hydrique des vignes, qui varie entre 0 et 1. Et toutes ces données sont centralisées dans une base de données. Bien évidemment, c'est une application mobile qui est téléchargeable par tout le monde. Donc, ça nous permet de générer une base de données issue de farm sourcing. En effet, depuis 2019, si on compte la saison de cette année, dans notre base de données, il y a déjà plus de 30 000 mesures. C'est vraiment énorme. Donc, euh, l'objectif de cette thèse, c'est d'utiliser IG-Apex, ces données farm sourcées. On veut considérer les vignes comme des capteurs qu'on plante dans le sol pour estimer cette information qui est AWC, la réserve utile, qui est précieuse mais coûteuse à obtenir. L'approche qu'on veut tester, il s'agit de l'inversion de modèle. Voilà, quelques mots sur l'inversion de modèle. Qu'est-ce que c'est? Puisque l'inversion de modèle, puisqu'il s'agit d'une inversion, d'abord un modèle. Un modèle, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose issu de la modélisation. C'est quelque chose qui nous permet de dire que, ah, OK, on sait que la vigne a absorbé de l'eau et le modèle nous permet de dire que la vigne accroît. En fait, c'est un ensemble de formules qui décrit mathématiquement la physiologie des plantes. Ça simule une causalité. Et en version de modèle, il s'agit de toujours utiliser ce modèle, mais on ne va pas partir de cette partie à gauche qui représente la cause de choses, mais plutôt de l'effet. C'est-à-dire qu'on va plutôt partir de l'observation de la croissance des vignes. On va utiliser le modèle qui décrit la physiologie des vignes, puis on va redéduire la quantité maximale de l'eau que la plante peut extraire. Donc, en version de modèle, il s'agit bien d'estimer la cause d'une chose à partir d'un effet observé, mais aussi le modèle qui décrit le processus. Donc, si on revient sur le sujet qu'on traite, l'Apex Vigne, on veut utiliser ces données farm sourcées. Donc, on veut savoir qu'est-ce que ces données issues de farm sourcing peuvent nous apporter en plus dans cette description de AWC dans une grande échelle spatiale. Donc, voici un peu le contexte. Maintenant, je vais vous présenter un peu ce qu'on a fait globalement pendant ces 2 ans. La première étape qu'on a commencé à faire, c'est de faire une recherche bibliographique sur l'inversion de modèles en agriculture. On a réalisé en revue scientifique, en revue bibliographique, et on a répondu 3 questions. La première question est plutôt classique, c'est-à-dire on veut faire un état de lieu sur l'ensemble des méthodes de l'inversion de modèles les plus utilisées en agriculture. Mais au-delà de cette question, on va quand même apporter quelques nouvelles connaissances sur ce sujet. Par exemple, on a posé la question sur quels sont les scénarios adéquats pour appliquer inversion de modèle en agriculture, parce que bien entendu, inversion de modèle est une méthode pour quantifier, pour estimer une variable qu'on ne connaît pas, alors qu'il y a bien d'autres méthodes qui nous permettent de faire ça, alors que dans quel scénario on veut appliquer inversion de modèle.
Ça, c'est en fait une question intéressante. Et la deuxième question ou nouvelle question qu'on aimerait bien apporter ou répondre à- pour la communauté, il s'agit de trouver une méthode pour sélectionner une méthode d'inversion de modèle, toujours pour les projets en agronomie, en agriculture. Et dans ces deux questions-là, on a bien choisi les critères qu'on utilise. On a essayé d'utiliser des critères qui sont simples et opérationnels. Et ça, il s'agit de la première étape de notre travail. Ça nous permet de comprendre un peu qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, si on veut faire une inversion. Et ça nous permet aussi de faire la deuxième étape, c'est-à-dire de commencer à préparer des éléments nécessaires pour faire l'inversion du modèle. Notamment dans cette deuxième étape, on veut bien préparer les données à notre disposition, IGAPEX, on veut bien que ça soit prêt pour l'inversion. Peut-être là, vous allez poser la question, c'est pourquoi on veut préparer cette donnée IGAPEX, pourquoi on ne peut pas faire l'inversion directement. Voilà. Si on regarde la définition de l'immersion, en fait, on voit il s'agit d'utiliser non seulement les observations, mais aussi un modèle. Mais le problème, ça se trouve ici. On n'a pas de modèle qui relie directement AWC, la réserve utile qu'on veut estimer, elle est donnée à notre disposition. On n'a pas ce modèle, donc l'inversion directe ne se fait pas. Pour cela, notre solution s'agit de trouver un modèle existant, par exemple un modèle hydrique qui relie AWC et un autre indicateur de l'état hydrique des plantes. Ce sont des simulations issues de ce modèle existant. Puis, on va construire plutôt une fonction de transfert qui relie IGAPEX à notre disposition et la sortie générée par le modèle existant. Donc ça, c'est notre approche parce que ça nous permet de réaliser cette partie d'inversion qui est à gauche de l'écran. J'ai utilisé une sorte de parenthèse là. Je dis, on sait comment faire. À partir des simulations d'un modèle existant du genre bilan hydrique, on sait comment faire l'inversion de modèle pour retrouver AWC. Mais pour le moment, on ne sait pas comment transférer de IGAPEX à la sortie de ce modèle existant. Et ça, c'est le cœur de notre recherche sur cette deuxième étape, hein, c'est-à-dire de trouver une moyenne de relier IGAPEX à la sortie de simulation d'un bilan hydrique. Et là, on aimerait bien le présenter dans un article scientifique. Et pour entraîner des modèles, pour construire cette fonction de transfert, nous avons réalisé une première campagne de mesure en 2022. Cette campagne de mesure a eu lieu au domaine du chapitre au sud de Montpellier. On a réalisé bien évidemment beaucoup de mesures de IGAPEX pendant la journée, mais pas que, afin d'obtenir des données cibles, on va dire, pour construire la fonction de transfert. On a également réalisé beaucoup de mesures pendant la nuit, pendant 3 heures, pardon, entre 3 heures et 5 heures le matin. Pardon. Et on a également récupéré d'autres données, des données, par exemple, isotropiques en tant que données auxiliaires pour caractériser l'état hydrique, ou plutôt contraintes hydriques accumulées pendant une saison de notre placette étudiée. Et ben, du coup, tout ça, ça nous permet de construire et de comprendre la fonction de transfert qu'on établit à l'étape 2. Et c'est aussi grâce à cette fonction de transfert, nous arrivons à la troisième étape aujourd'hui, c'est-à-dire réaliser l'inversion de modèle à proprement parler avec les données qu'on veut valoriser, le IGAPEX. Et là, bien évidemment, si on veut faire cette inversion, on veut bien évaluer la performance d'inversion. Donc, au début de cette année, nous avons également réalisé des acquisitions des données, toujours au domaine de chapitre. L'objectif est de trouver des valeurs de référence qui caractérisent AWC. On a passé par une étape de location des matériels, on a loué des voitures, on a loué des pelleteuses. Et comme ce que j'ai évoqué au tout début, on a créé des fosses pédologiques
au domaine de chapitre. On a invité des pédologues pour analyser les sols. Et, en même temps, l'ouverture de fosse nous permet aussi de récupérer beaucoup des échantillons du sol, qui nous permet de faire des analyses au laboratoire, sur l'ordinateur. Et tout ça, ça nous permet d'avoir une estimation de la capacité de rétention sur le sol qu'on a étudié, sur lequel on a récupéré des données en 2022. D'ailleurs, c'est là où on a généré des données pour construire notre fonction de transfert. Aujourd'hui, le résultat d'inversion, je ne vais pas vous montrer des figures parce que c'est encore un travail en cours, mais déjà, on arrive à observer une cohérence globale entre les observations de capacité de rétention et les AWC estimées via l'inversion modèle. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Par contre, aujourd'hui, il faut des connaissances agronomiques dans l'interprétation des résultats. Ça, c'est parce que il y a systématiquement un biais en fait entre les données qu'on récolte pour caractériser AWC, les données on estime. Donc ça, si vous voulez, je peux rentrer plus en détail, mais aujourd'hui, cette étape-là est importante. Il y a un biais systématique. On sait qu'il y a un biais existe. Et au-delà de ces résultats, on a aussi quelques nouvelles découvertes, ce qui est bien, c'est ça que j'aime bien, que j'aime beaucoup dans la recherche, c'est que dans cette troisième étape, on a aussi trouvé que la densité de vignes, en fait, impacte le résultat d'inversion. C'est quelque chose qu'on n'a pas pensé par exemple, pendant la planification euh, de plans d'expérimentation. On n'a pas pensé à ça. Et on a aussi trouvé que la justesse de l'observation de IGAPEX impacte beaucoup aussi le résultat d'inversion. Et tout ça, tous ces points-là, on aimerait bien le discuter dans un troisième article qu'on aimerait bien publier. Là, c'est juste une illustration sur ce point-là, sur la première découverte, c'est-à-dire la densité de vignes peut impacter le résultat de l'inversion. Pourquoi? Ben, en fait, pour obtenir une valeur de IGAPEX, chaque fois, on prend 10 vignes. Chaque fois, on compte 10 vignes dans la parcelle et on compte des apex. Du coup, la densité de plantes impacte beaucoup parce que si on est dans le cas qui est à gauche, les vignes sont bien serrées. Du coup, la superficie qui nous permet de réaliser cette mesure est plus faible que la situation à droite. Dans ce cas-là, en fait, la sensibilité vis-à-vis de la même contrainte hydrique ne sera pas pareille. On va dire que la placette à gauche sera plus sensible à contrainte hydrique par rapport à par rapport à la placette qui est à droite, parce que il y a moins de plantes sur le parcelle. Et donc ça, c'est la troisième étape. On aimerait bien quand même valoriser ou concentrer d'abord sur les données expérimentales. Et dans la troisième étape, il s'agit d'extrapoler de l'inversion, de cette méthode d'inversion avec les données issues de farm sourcing. Là, c'est vraiment un travail à venir. Donc, il me reste un an à faire. Euh, déjà, on peut prévoir beaucoup de difficultés. Par exemple, les données farm sourcing, il y aurait des bruits. On sait qu'il y aurait des bruits. Euh, du coup, il y a une piste qu'on aimerait bien tenter, c'est de trouver une manière de combiner l'inversion de modèle et l'approche géostatistique, par exemple. Parce que géostatistique est aussi quelque chose qu'on utilise très couramment pour avoir une estimation sur une grande échelle spatiale. Et sur ce point-là, le premier étape a été déjà fait. Enfin, j'ai plutôt testé une approche géostatistique euh, et je l'ai présenté pendant une conférence. L'objectif est de décrire la structure spatiale d'une variable qui nous intéresse avec moins des observations. Et ça correspond bien à notre cas parce que même si on a notre base de données issue de farm sourcing, ce ne sont pas des données générées dans un cadre expérimental. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc voici, je pense que j'ai fait un peu le tour. Peut-être que je suis dans le bon temps. Oui, pardon. Donc pour la conclusion, peut-être c'est trop tôt parce qu'il me reste un an à faire. Éventuellement, j'aurai ma soutenance bien dans un an. Mais il y a quand même une chose que j'aimerais bien partager avec vous
c'est plutôt une réflexion personnelle issue de ces 2 ans. C'est que j'ai remarqué que dans ce projet-là, peut-être c'est pareil pour l'autre projet en agriculture, hein, on trouve souvent des données qui sont limitées soit en quantité ou la qualité. Donc, par exemple, nous, on veut utiliser un indicateur approximatif de l'état hydrique. Et on sait très bien, pendant la modélisation de fonctions de transfert, on sait très bien il y a une partie de variabilité qui n'arrive pas à être expliquée par notre donnée de IGAPEX. On a aussi de petits jeux de données et on a aussi des données issues de farm sourcing qui contiennent des bruits. Ce sont des données qui sont collectées aux différents endroits, aux différents moments. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et- Mais quand même, malgré de tous ces limites, il y a une vision que j'aimerais bien prouver via ma thèse, c'est que si on a vraiment une lacune dans nos jeux de données, ah bah déjà, la première chose, c'est c'est de prendre en compte de l'incertitude. C'est qu'on sait que les données sont incertaines. Bah, du coup, la meilleure manière pour prendre en compte de l'incertitude est de les décrire de manière réaliste. Donc, c'est la première chose que j'aimerais bien prouver via mes travaux. La deuxième chose, c'est que j'aimerais bien tester de combiner les différentes sources d'informations pour essayer de récompenser cet effet limité apporté soit par le petit jeu de données, soit par les données qui n'ont pas de très bonne qualité, etc. Et ces différentes sources d'informations peuvent être issues des connaissances humaines, hein. Euh, Par exemple, on sait que les données IGAPEX sont plutôt brutées, alors que on, alors qu'il y a dans d'autres domaines, il y a des mesures bien brutées, hein. Pourquoi pas, on peut pas tenter une approche plutôt data assimilation qui combine ce qu'un modèle prédit et nos observations, par exemple. On peut aussi apporter des connaissances a priori sur la variable qu'on cherche, par exemple AWC. Là, on parle bien de l'approche bayésienne qui propose un cadre théorique qui est vraiment puissant et robuste, qui permet de combiner ce qu'on sait en avance et ce qu'on observe. Et les données auxiliaires, et les expertises, ce sont tous des sources, les différentes sources d'informations que j'aimerais bien tenter à intégrer dans ce projet. Et je pense que j'ai fait le tour. J'espère que c'est plus ou moins clair. Et merci pour votre attention. Si vous aurez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Yuline. Là, c'était très clair. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur la présentation ou le Euh, travail en général. Léo? Oui, bonjour et merci Yoline pour ta présentation. Moi, c'était une question simple là, parce que tu dis que tu as mesuré, donc j'ai cru discerner du SPAD, du potentiel hydrique et du delta C13. Du coup, quel modèle te permet d'obtenir ces variables-là? D'obtenir cette variable-là, ce sont des valeurs mesurées. Oui, mais alors du coup, moi j'avais compris que ça c'était pour un peu vérifier. Mais qu'il y avait un moment un modèle qui simulait ces variables-là, et toi, tu allais utiliser ces variables-là peut-être pour faire l'inversion, ou j'ai Ah peut-être oui, mal compris, mais enfin, en gros, quel modèle de culture de la vigne tu utilises en fait? C'était ça, tu inverses. Quel est le modèle que tu inverses? ah oui, désolé, c'est pour cette imprécision. En effet, on n'a pas utilisé le SPAD ou Delta C13 pour inversion. Le modèle en question qu'on a utilisé s'agit d'un bilan hydrique. Il s'agit d'un bilan hydrique qui ne prend pas compte de l'aspect physiologique, malheureusement, mais il s'agit vraiment de quelque chose qui est plutôt simplistique. C'est-à-dire, on calcule l'entrée et la sortie de l'eau chaque jour. On essaie d'inverser ce modèle dans une condition spécifique, par contre, parce qu'on sait que c'est un modèle plutôt limité, il y a pas toutes ces interactions avec la plante. Du coup, on veut bien limiter le cas d'application de ce modèle qui est simple. C'est-à-dire, on essaie d'identifier une période qui est sèche, hein, qui permet de faire beaucoup de simplifications dans ce modèle à inverser. On essaie aussi de vérifier
une hypothèse sur le déclenchement de régulation stomatique des plantes, parce que c'est en ce moment-là où on sait que en fait c'est une formulation mathématique, c'est la variable qu'on cherche, AWC, pour entrer dans le jeu, pour répondre à ta question. Donc c'est toi qui as construit ce modèle de bilan hydrique. Non, ce modèle bilan hydrique est déjà exploré par une équipe une équipe, par un chercheur en 2017, et c'est lui qui a imposé ces deux conditions. Et ce que moi, j'aimerais bien tenter à faire, sera dans la quatrième étape, hein, c'est-à-dire que d'utiliser vraiment des données farm sourcing. J'aimerais bien tenter une approche qui est plus générale, mais qui est en lien avec ce modèle inverse. Mais c'est dans ma tête encore. Ok, merci. Que Jean- Philippe, oui, Philippe Allez. Stop, là, de la société ITK. Je me pose une petite question que j'ai déjà posée par écrit. Est-ce que vous connaissez le niveau de potentiel foliaire de base à partir duquel donc le, ouais, le, le IGAPEX commence à détecter un déficit hydrique? Enfin, c'est pas c'est pas une question centrale dans votre travail, mais ça serait intéressant pour voir dans quelle mesure ça peut être utilisé aussi en termes de préconisation pour l'irrigation. Oui, merci pour votre question. Déjà, je pense qu'il y a un premier travail qui a déjà réalisé qui explore la corrélation statistique entre IGAPEX et potentiel hydrique. Ce qu'on a trouvé déjà à l'époque, c'est qu'entre, on va dire, moins 0,2 mégapascal et moins 0,8 mégapascal, on peut observer une belle corrélation s'il n'y a pas de pluie pendant la période-là. Et ce que nous abordons dans ce projet via cette thèse, c'est on passe au-delà d'une utilisation simple de corrélation statistique. On aimerait bien aussi apporter un point de vue mécanistique qui utilise aussi les données météo, qui utilise aussi un nouveau format de prédiction pour mieux prédire le potentiel hydrique foliaire de base à partir de IGAPEX et les données météo. Du coup, aujourd'hui, notre résultat montre que on arrive plutôt bien à identifier le stress modéré à stress plutôt sévère. Mais on n'est pas assez bon dans la détection de stress important, c'est-à-dire en potentiel moins 0,8 mégapascal. Ça, on n'arrive pas trop aujourd'hui, mais au-delà, on arrive plutôt pas mal. D'accord, merci beaucoup. Et merci à Bruno qui, je crois, m'a déjà envoyé une référence sur ce sujet. Ah, je vais dire à Bruno. Bruno vient de la transmettre par la messagerie. Merci. Il y a aussi une question de Olivier dans le chat. As-tu des intuitions sur l'origine des biais dont tu parlais? Est-ce que les plantes associées comme l'enherbement peuvent créer de tels biais? Bien évidemment, bien évidemment. C'est tellement vrai, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on arrive. Je suis en train de réfléchir comment faire, parce que avec l'enherbement sur la même superficie de parcelles, du coup, l'enherbement plus la vigne va pomper beaucoup plus vite l'eau. Du coup, via IGAPEX, en fait, ça réfléchit dans IGAPEX. Souvent, pendant la phase d'analyse, on n'a pas cette information. Du coup, aujourd'hui, on fait de suppositions que en fait, tous nos parcelles n'ont pas de l'enherbement, mais peut-être c'est pas ce qu'il faut faire, quoi. C'est peut-être il faut rajouter d'autres informations pour corriger ce biais. Mais justement, je pense que via notre travail de troisième étape, ça permet justement de montrer ce point-là. Et, est-ce que j'ai des intuitions sur Oui. Non, mais tu C'était as bien celle-ci. répondu à la question, Yveline. Merci beaucoup. C'est OK. Et enfin, du coup, moi, enfin, ça me suggère, c'est que tu parlais tout à l'heure comment dire, de données auxiliaires. Typiquement, un certain nombre de paramètres, comment dire,
les paramètres agronomiques sont constants à la parcelle. Enfin, il y a une partie des paramètres agronomiques, ceux des pratiques, qui sont constants à la parcelle, alors que par contre, d'autres paramètres typiques des variations de stress et tout sont plus locaux, quoi. Et donc, c'est justement en jouant sur ces deux paramètres-là que ça peut-être peut aider à justement à détecter des biais ou en tout cas à faire des modèles statistiques qui posent l'existence de tels biais, quoi. Merci Olivier. Merci beaucoup, Yoline, de ta présentation. Merci pour la participation. On J'arrête. pourra passer donc à Chérif, si tu veux bien partager ton écran. Oui, alors, Du coup, pareil, tu as à peu près 20 minutes pour laisser 10 minutes de questions. C'est censé finir à 18h18. Bon, si c'est 18h20, ça ira. j'arrive. Merci. C'est bon, vous arrivez à voir. Oui, parfait. Ok. Alors, du coup, bonjour à tous. Je vais vous présenter du coup mon sujet de thèse, donc qui porte donc sur l'étude du potentiel de l'imagerie biospéciale en tant qu'outil de mesure fine pour la sélection variétale. Donc, je suis financé donc par Digitag et l'Institut Agro, et je travaille dans l'équipe communication. Je vais commencer par un peu contextualiser mon sujet. Donc en fait, on a donc une intensification dans des épisodes de sécheresse, notamment dû au réchauffement climatique. Donc ce phénomène-là, donc ça impacte énormément du coup les cultures. On a une méthode qui est donc l'imagerie dynamique par speckle laser. Donc c'est une méthode optique. Donc Chérif, tu as changé de Ouais. diapo ou pas? Non, c'est toujours la même. Normalement, c'est censé afficher au fur et à mesure sur une même diapo. C'est pas le cas? Je sais pas, on est toujours sur étude du potentiel de l'imagerie biospéciale. Ah, ok. Ah, super. Donc, Je vais peut-être que tu relancer passes en alors. diaporama. Ou alors tu as deux écrans et ça part. Ah, super. C'est bon. Je vais essayer le partage. C'est bon, là on est dans le contexte. Là, c'est bon? Oui, on est Ok, à la bon. deuxième. Ok, bon, Mais là, je suis pas en diaporama. Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que ça défile au fur et à mesure? Oui, oui, ça défile. C'est bon. Donc j'en étais donc voilà, donc on a une méthode, donc c'est l'imagerie dynamique par speckle laser. Et du coup, ce qu'on souhaite faire, c'est utiliser cette méthode pour pouvoir justement faire un peu une introspection du végétal. Ce qu'on souhaite voir, Chérif, c'est excuse-moi, je oui, te coupe. En fait, tout à l'heure, c'était bien. Là, maintenant, tu es revenu à la première diapo. Il faut que tu te mettes en diaporama et que tu mettes le plein écran si possible. Je pense que tu as deux écrans, non? Et du coup, c'est ça ouais. qui est le plus pratique, c'est que tu partages directement ton écran et que tu mettes diaporama en. Voilà. Du coup là, c'est bon. Si je partage comme ça, c'est bon. En fait, je pense que tu as partagé le PowerPoint. Ah, ouais, voilà. Sinon, c'est. Là, c'est bon. Donc, je vais présenter de cette manière-là. Ok, Donc vas-y. voilà, j'en étais ici. Donc on a donc là, vous voyez contexte, tout va bien. Oui, là, c'est bon. Ok. Euh, donc l'idée, ça serait donc voilà d'utiliser donc cette méthode-là pour pouvoir faire un peu d'introspection donc du végétal, euh, notamment en conditions de stress hydrique, pour voir un peu quelle information on peut en tirer sur le végétal
et notamment faire une distinction entre différents génotypes, voir comment différents génotypes vont être impactés par un stress hydrique et comment on peut un peu mesurer ce stress-là avec les différents génotypes grâce à cette méthode. Euh, donc, dans un premier temps, je vais définir un peu ce que c'est le speckle, comment un peu fonctionne cette méthode-là. Donc, speckle, ça veut dire donc granularité ou tablure. Donc, ça représente en fait des figures d'interférence aléatoires qu'on peut observer lorsqu'un laser illumine un objet diffusant. Donc, en fait, concrètement, ce qu'on a, donc on a une source de lumière cohérente, donc c'est un laser. Donc, le faisceau va arriver au niveau donc, de notre objet d'étude. Donc, nous, ça sera une feuille. Donc, le faisceau donc, va arriver au niveau de la feuille. Étant donné que en fait, les objets, c'est pas des objets lisses, il y a des irrégularités. Donc, le faisceau, lorsqu'il va interagir avec notre feuille, il va se passer trois phénomènes. Donc, il y aura une partie du faisceau qui va être réfléchie, comme un miroir, une autre partie qui va être absorbée à plus ou moins forte intensité, et une dernière partie qui va être diffusée, en fait, de manière aléatoire. Donc, c'est cette partie-là, en fait, qui nous intéresse. C'est cette partie-là qu'on va utiliser pour pouvoir retirer un peu de l'information au niveau de notre feuille. Donc, en fait, ce qu'on va réussir à faire, c'est imager, en fait, cette lumière qui, en fait, est diffusée. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. Et en fait, il va se passer donc deux phénomènes. On va avoir donc des interférences constructives et destructives de cette lumière diffusée. Donc, constructive, donc on aura des additions de phases, et destructif, des oppositions de phases. Donc, ça va être représenté par les zones en noir pour le destructif et les zones en blanc pour le constructif. Donc, ça, c'est ce qu'on va réussir à imager grâce à la lumière qui va être diffusée par notre feuille. Et en fait, ce qu'on va réaliser, c'est des séries d'images au cours du temps. Et on va voir une évolution temporelle des motifs speckle. Donc, en fait, le speckle, c'est des petits grains en fait, qu'on peut apercevoir sur nos images. Et en fait, au cours du temps, au fur et à mesure donc, des images qu'on prend au cours du temps, on arrive à voir une évolution donc, de ces motifs-là. Donc, cette évolution, on va la caractériser par une activité speckle. On va parler de biospeckle dans le cas où on va étudier, on va travailler sur du matériel non inerte, donc du matériel biologique. Donc ça peut être du vivant comme la souris. Il y a pas mal d'études qui est fait donc, dans le biomédical, des tests qui sont faits sur ces animaux, donc sur des plantes, sur des fruits. Il y a même des études qui sont faites sur des textures, enfin dans le bâtiment. Donc j'en viens à pourquoi du coup utiliser l'imagerie dynamique par speckle laser. Donc c'est une mesure fine, non invasive et non destructive. Donc en fait, lorsqu'on va tester cette mesure-là sur notre matériel vivant, on ne va pas détruire le matériel, donc on va pouvoir donc du coup l'utiliser plusieurs fois entre guillemets. Il y a un vaste champ d'application de cette méthode, dont j'ai un peu expliqué. Par exemple, ce qui est fait, c'est par exemple, on peut mesurer par exemple la vélocité du flux sanguin grâce à cette méthode-là. On peut également évaluer la maturité d'un fruit ou même encore faire de la détection précoce de maladies. Donc, par exemple, ici, donc, il y a une maladie qui est inoculée sur la feuille. Il y a des séries d'images qui sont faites et en fait, par la suite, en fait, on arrive à détecter en amont des premiers signes visibles de la maladie, on arrive à détecter des zones avec une faible activité biospeckle. Donc, en fait, l'objectif, ça serait donc, voilà, d'utiliser cette méthode-là pour faire de l'évaluation donc, du végétal et donc mieux comprendre sa réponse face à un stress. Donc, nous, on va travailler sur le stress hydrique.
Et donc notre objet d'étude, donc l'espèce qu'on va étudier, c'est le tournesol. Donc voilà, on souhaite sortir de l'information, voir comment notre plante va réagir au stress et comment on peut faire une distinction entre différentes variétés. Alors, il y a un protocole expérimental donc, pour réaliser les acquisitions. Donc, en fait, on a deux variétés de tournesol. Donc, une variété qui est sensible au stress hydrique et une variété qui est résistante. Donc, c'est des industriels qui nous ont fourni en fait ces deux variétés. Et donc c'est en fait, ce qu'on reçoit, c'est des graines, et donc il faut du coup faire les mettre en culture pour pouvoir faire les acquisitions. Donc l'idée, voilà, c'est de rester dans un environnement contrôlé. Donc en fait, les graines sont mises en culture, en, donc en fait, c'est en hydroponie dans une culture hydroponique qu'on fait, enfin, on met en culture ces tournesols, donc dans un environnement contrôlé, donc pour les deux variétés. Donc voilà, on respecte un cycle jour-nuit, donc c'est en serre. Donc c'est ce que vous pouvez voir ici. Donc ici, c'est le dispositif de mesure. Donc en fait, c'est composé donc d'une jaune laser. Donc comme je l'ai expliqué, donc on a le faisceau qui va arriver jusqu'à notre feuille. Donc on utilise un polariseur pour orienter une direction à notre faisceau laser. Par la suite, comme je vous l'ai expliqué, on va essayer de récupérer uniquement ce qui va être diffusé par la feuille. Et pour ça, on va utiliser un analyseur pour éliminer tout ce qui va être réfléchi. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie diffusée. Et donc, on a un objectif, une caméra qui va nous permettre d'analyser un peu les images qu'on capture. Donc là, on a le dispositif. Donc, on a notre plan de tournesol, donc en culture en hydroponique. Donc, on a notre post-échantillon avec notre feuille. Et donc, notre caméra est juste en dessous et notre diode laser est ici. Donc, on est à 745 nanomètres, donc on est sur des proches infrarouges. Et donc, on va faire voilà, nos acquisitions d'images. On en a pour environ une semaine d'acquisition. Au bout du troisième jour, donc on commence à J plus 3, on va introduire du polyéthylène glycol donc, au niveau du pot. Donc en fait, ce qu'on va induire, c'est une solution donc, avec du polyéthylène glycol et donc le milieu nutritif donc, de la plante. Et donc on va introduire ça et on va voilà, continuer nos mesures. Donc le polyéthylène glycol, il va avoir comme objectif de simuler ce stress hydrique. En fait, il va empêcher en fait l'absorption des racines de l'eau par les racines. Alors, comme je vous ai expliqué, hop, donc ici, donc on a donc là, c'est ce qu'on peut visualiser en fait sur notre écran. Donc, enfin, grâce à notre caméra. Donc ici, en fait, on a notre feuille, du coup, notre zone d'étude, avec la diode laser qui est éteinte, donc sans le speckle. Et là, c'est avec le speckle. Et comme je vous ai expliqué, on fait des séries d'images, plusieurs acquisitions au cours du temps. Et donc là, ce que je vais vous diffuser, c'est un peu un film, donc l'évolution de ces motifs-là au cours du temps. Ça marche. Ça marche pas. J'arrive pas à diffuser. Euh, hop. Ah. Ça marche pas. J'arrive pas à diffuser. Euh,
Est-ce que c'est bon là? Là, je diffuse le... J'ai pas l'impression que ça bouge. Non, ça se lance pas. Je sais pas. Bon, je vais vous dire ce qu'on est censé voir du coup. Je sais pas pourquoi ça diffuse pas. Donc en fait, ce qu'on est censé voir, c'est une évolution donc de ces motifs-là. Et ce qu'on est censé voir, c'est que ces motifs speckle évoluent globalement plus au niveau donc de la nervure centrale de la feuille. Donc c'est sur cette zone-là qu'on a une évolution qui est plus importante que le reste de notre image. Donc ce qui est intéressant, c'est que on a potentiellement une zone qui est riche en informations, qui se situe donc au niveau de la nervure centrale de la feuille. Donc, euh, donc c'est pour ça que euh, donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser du coup à cette nervure centrale. Donc comme j'ai expliqué, donc en fait ce qui est effectué, c'est qu'on a plusieurs mesures. Donc relativement, on en a 504. Pour chaque mesure, on a 40 images speckle. Donc comme on peut voir ici, donc on a 40 images par seconde et entre chaque mesure, donc entre chaque paquet de 40, on attend 20 minutes. On a mis ce temps-là, c'était un peu arbitraire dans le sens où c'est histoire de pouvoir. Les images sont assez lourdes, donc pour pouvoir les stocker, c'est une solution qu'on a pris. Et donc, ce qu'on souhaite faire, c'est essayer de mettre en évidence cette zone qui est donc la nervure centrale. Donc, pour mettre en exergue un peu cette zone-là, euh, dans un premier temps, c'est ce qu'on a utilisé une méthode qui s'appelle la méthode Fuji. Donc en fait, ici on a notre paquet de 40 et ce qu'on souhaite faire, c'est mettre en évidence du coup la zone avec ce qui semble du coup avec la plus forte activité. Donc en fait, cette méthode-là, en fait, elle va faire une moyenne donc des images qu'on va normaliser et grâce à ça, en fait, on arrive à avoir une carte d'activité qui représente en fait les différentes zones avec le plus d'activité au niveau de notre feuille. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un peu qu'on a un peu touché du doigt, c'est qu'au niveau de la nervure centrale, on a une forte activité. Il semble être un peu moins forte au niveau des nervures périphériques et encore moins au niveau du limbe. Donc, au cours du temps, voilà, on va réaliser des cartes d'activité pour chaque mesure, donc chaque paquet de 40 images speckle. Et donc, par la suite, je ne sais pas si ça va marcher. Donc, en fait, là, ce que j'ai fait, c'est pareil, de la même façon que j'avais les différents images speckle brutes au cours du temps, au cours de l'expérience. Là, cette fois-ci, c'est les images traitées, donc avec la méthode Fuji. Donc, ça ne marche pas. Donc, ce qu'on va avoir, en fait, c'est qu'au cours du temps, en fait, on a après l'ajout donc du PEG, comme je vous ai expliqué, donc en fait on ajoute du PEG pour induire un stress hydrique. Donc lorsqu'on ajoute ce PEG-là, on va avoir une diminution, donc on va pouvoir le visualiser. On va avoir une diminution donc de l'activité speckle, donc une diminution de l'évolution des motifs speckle. Donc ce qui va nous permettre en fait à partir de cette première expérience exploratoire, il y a plusieurs axes d'études qu'on va pouvoir développer. Donc, je vais vous en présenter deux et en conclusion, je vais vous expliquer un peu les autres axes sur lesquels je travaille. Donc là, je vais essayer pour être plus en détail. Donc, les deux premiers axes les plus importants, entre guillemets. Donc, dans un premier temps, on souhaite faire un suivi du coup de cette activité-là sur cette zone d'intérêt qui est donc notre nervure centrale. Et par la suite, c'est travailler de manière un peu spatiale sur les différentes zones de la feuille et voir un peu comment évolue l'activité sur ces zones-là. Donc pour l'axe 1, donc là, c'est un peu donc, le récapitulatif donc, des résultats qu'on a eu du coup avec la méthode de Fuji. Donc pour la variété résistante, en début d'expérience, on a une forte activité au niveau de la nervure centrale. En fin d'expérience, on a quand même de l'activité, mais qui a globalement diminué.
Pareil pour la variété sensible, on a une activité importante au niveau de la nervure centrale, sauf qu'en fin d'expérience, cette activité-là disparaît globalement au niveau de cette zone. Là, c'était une méthode, on va dire, un peu graphique pour visualiser les différentes zones où on a une forte activité. Cette fois-ci, on va essayer de travailler, donc, comme j'ai pu l'expliquer, on veut travailler sur la nervure centrale et on va d'essayer de quantifier un peu cette activité-là de manière un peu plus numérique. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est segmenter donc, notre nervure centrale sur nos images speckle. On va utiliser un masque qui va nous permettre de récupérer uniquement la nervure centrale. Donc, et à la place d'utiliser donc la méthode Fuji, on va utiliser une autre méthode qui est le THSP, donc Time Speckle Pattern. Alors, pour travailler donc sur cette méthode, donc en fait, ce qu'on fait, c'est que donc ici on a nos nervures qui sont segmentées. À partir de cette image donc des nervures centrales, donc notre paquet de 40, on va récupérer donc notre nervure centrale qu'on va juxtaposer les uns à côté des autres pour avoir un suivi. Donc en fait, cette matrice-là représente une matrice de THSP. Donc on fait une juxtaposition donc de notre nervure centrale pour les 40 frames. Et à partir de cet élément-là, on va tracer, on va former une matrice de co-occurrence qui va un peu synthétiser l'information qu'on obtient sur notre paquet de 40 et donc sur notre THSP. Donc la matrice de co-occurrence, elle va compter le nombre de fois où on a des sauts de pixels. Entre guillemets, on passe d'un pixel à 4 à 10, et on va compter le nombre de fois qu'on passe d'un pixel de cette intensité à une autre, et la distance qui existe entre ces pixels. Donc, au plus on a une matrice de concurrence qui est dispersée, au plus on a des sauts d'intensité de pixels, donc des motifs speckle qui évoluent avec une forte évolution. Donc voilà, on a un suivi. Donc concrètement, c'est comme si on avait un suivi d'un pixel sur nos 40 images. Donc là, ce que vous pouvez voir, donc ça c'est en fin d'expérience pour la variété résistante. Donc on a une matrice de concurrence avec une dispersion qui est plutôt élevée, alors que celle qui est sensible est plutôt fine. Donc voilà, on a une dispersion qui est moins élevée. Donc c'est un peu voilà les résultats qu'on a pu voir avec la méthode Fuji. On peut déjà dans un premier temps pouvoir un peu les représenter avec cette matrice-là. Par la suite, voilà, ce qu'on souhaite faire, c'est essayer de calculer la dispersion en fait de ces matrices de co-occurrence. Pour calculer cette dispersion-là, il y a une méthode qui est donc le AVD, donc Average Value Difference. Donc, c'est la valeur absolue des images entre deux intensités, donc pour deux images différentes, qu'on va normaliser, donc pour essayer de réduire l'hétérogénéité de l'image. Donc, grâce à cette méthode-là, on va pouvoir avoir une métrique, on va pouvoir avoir un indice de cette dispersion et avoir une valeur numérique de l'activité biospécule. Donc là, c'est un peu pour résumer. Donc, on a une mesure, donc speckle, on a 40 images speckle. Donc, ce qu'on souhaite avec le masque, on va récupérer uniquement la nervure centrale. On va former notre matrice THSP. Puis, on va avoir donc calculer une matrice de concurrence, puis calculer un index. Donc, on va avoir, donc pour chaque mesure, on a 504 mesures, donc on va avoir 504 points. Alors, ici, ce qu'on a, c'est donc les résultats donc, que j'ai pu obtenir. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé donc, sur un objet inerte pour essayer de mesurer la part de bruit qu'on a dans notre dispositif de mesure. Donc, c'est sur une carte blanche qu'on a fait nos mesures. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que il y a des pics. Donc, en fait, la méthode est assez difficile à mesurer. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mesurer le bruit. Donc, c'était assez complexe parce que la méthode est assez sensible au bruit. Donc, il y a eu des travaux dans le bâtiment. Donc, c'est pour ça qu'on a de temps en temps des pics au niveau de l'objet inerte.
mais relativement, on a une faible activité biospéciale. Et on a, en fait, là, ce qu'on arrive à mesurer, c'est le bruit de notre dispositif. Par la suite, ce qu'on a fait, c'est mesurer donc, notre tournesol, mais en conditions normales, donc c'est-à-dire sans ajouter de stress, sans ajouter de PEG. Donc là, relativement, ce qu'on observe, c'est qu'on arrive à distinguer donc sur notre tournesol. Donc là, c'est en conditions normales pour la variété sensible. Donc ce qu'on arrive à distinguer, c'est une différence jour-nuit au niveau des valeurs d'AVD et que globalement, on n'a pas de baisse assez abrupte donc de notre activité biospéciale parce que donc on n'a pas ajouté de PEG, donc on reste globalement assez stable. Faut savoir que la plante est en croissance, donc peut-être ce qui peut expliquer qu'on a une augmentation un peu de l'activité au cours du temps, donc, parce que cette plante-là n'est pas sous au stress. Donc voilà. Et là, par la suite, je vais vous présenter donc les résultats avec le PEG, donc avec l'induction du stress hydrique. Donc, pour la variété sensible, ce qu'on observe, c'est voilà, on observe des différences jour-nuit avec une activité plus importante le jour que la nuit. À partir du moment donc, où on ajoute du PEG, on a une diminution, donc jusqu'à la fin de notre expérience, de notre activité biospéciale. Donc on a réalisé donc 2 répétitions donc, sur 2 plantes différentes, donc 2 plantes sensibles au stress hydrique. Donc ça a été fait séparément. Et donc voilà, donc on a une diminution, donc on a un réel impact donc, du PEG sur nos données. Pour la variété résistante, là, cette fois-ci, ce qu'on peut observer, c'est que on a une diminution. On a une différence jour-nuit un peu comme la variété sensible, mais cette fois-ci, on a une diminution qui est moins abrupte, moins forte que la variété sensible, voire même ça stabilise plutôt bien pour une des répétitions où la plante ne semble pas trop être impactée par le stress. Donc, avec ces premiers résultats, on arrive quand même à faire une séparation entre 2 génotypes de plantes, donc une variété sensible et une variété résistante, mais on arrive aussi à sortir une autre information qui est les différences jour-nuit. Donc là, c'est histoire de visualiser un peu ce qui s'est passé sur nos feuilles. C'est que donc sur la variété sensible, on a une bonne perte une nécrose de la feuille. Alors que sur la variété résistante, celle-ci semble un peu, en fin d'expérience, semble un peu résister à ce stress. Donc par la suite, donc là, je vais débuter donc l'analyse donc spatiale, donc essayer de travailler sur différentes zones de la feuille. Donc ce qu'on a fait, c'est que de la même façon qu'on a segmenté notre nervure centrale, là, cette fois-ci, on a travaillé sur 3 zones, donc le limbe, la nervure centrale et les nervures périphériques. Donc on a effectué donc des masques pour chaque région. Donc par la suite, donc on a appliqué ces masques pour nos images spécales, exactement comme pour la nervure centrale. Donc là, on a une application de nos masques et on a réalisé donc de la même façon un suivi donc, de cette activité pour les 3 zones cette fois-ci. Donc ce qu'on observe donc, pour la variété sensible en conditions normales, de la même façon, on reste sur des valeurs qui restent plutôt stables. On n'a pas de diminution parce qu'on n'a pas de stress qui est induit avec le PEG. Par contre, dans le cas où on est sous stress, donc de la même façon, on a une diminution de notre activité, donc qui semble un peu moins forte pour la variété résistante que pour la variété sensible. Excuse-moi, Chérif. Oui, on a eu quelques soucis techniques, mais du coup, on est un peu à court de temps. Je ne sais pas s'il te reste beaucoup de diaporamas, mais Non, j'ai voilà, quasiment c'est juste terminé. pour indiquer. Ok, J'ai super, quasiment merci. terminé. Donc là, c'était donc pour l'aspect spatial. Donc en fait, entre les différentes variétés, on arrive à retrouver, on arrive à voir que le PEG qui simule un peu notre stress hydrique a un réel impact sur nos données, donc sur nos plantes. Et on arrive à distinguer du coup les différentes plantes entre elles, différentes variétés. Donc, comme j'ai pu le montrer, donc là, globalement, ce qui serait intéressant donc, pour la suite, c'est de travailler peut-être sur une autre zone. Donc là, en fait, toutes les mesures ont été effectuées donc, sur
sur cette zone-là, donc qui est proche de la base de la feuille. Ce qui serait intéressant, c'est de travailler sur l'apex de la feuille et de voir si justement on a une différence au niveau de l'activité. Est-ce que le limbe va être plus impacté que la nervure centrale sur cette zone-là par rapport à une autre zone au niveau de notre feuille? Donc c'est sur quoi je travaille, c'est un peu en cours. Et en conclusion, donc voilà, j'ai travaillé sur le suivi temporel et donc je travaille là maintenant sur le suivi spatial. Et donc il y a deux autres axes d'études qui sont en cours un peu de développement. Donc ça serait le suivi vélosymétrique, ce serait de pouvoir mesurer une vitesse de notre activité qui est potentiellement due à des flux de sève qu'on a au niveau de notre feuille. Et par la suite aussi de pouvoir élargir un peu donc, nos méthodes sur d'autres plantes, d'autres variétés, et voir un peu si on arrive à retrouver les mêmes résultats. Merci. Désolé pour les problèmes techniques. Merci, Chérif. Bon, du coup, on a un petit peu de retard. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, après, c'est sûr que c'est difficile d'être à la minute près. En tout cas, merci beaucoup pour ta présentation. Et du coup, pour faire 17h17, 18h18. Véronique, tu as une question? Ah, on ne t'entend pas très bien. Voilà, ça va mieux comme Super. ça. Oui, je me pose la question, tu vois, tu l'as un petit peu évoqué, de la mise en œuvre. C'est compliqué à mettre en œuvre? Est-ce qu'il y a des... Voilà. Pour, Mais pardon, si tu veux, si un jour c'est quelque chose qu'on veut utiliser pour faire du phénotypage de manière un petit pour peu faire du plus... phénotypage, ça serait potentiellement possible. On pourrait, par exemple, en laboratoire, tester différentes variétés, voir un peu lesquelles sont les plus sensibles au stress. Après, pour une application, avoir un suivi direct, c'est-à-dire une application en culture, etc., ça pourrait être un peu plus compliqué parce que il faut quand même rester dans des conditions assez strictes pour pouvoir réaliser ces mesures-là. Donc, ça serait plus, voilà, pour faire peut-être de la sélection variétale. Hmm. C'est-à-dire, enfin, en termes d'illumination, il faut que tu sois, enfin, il faut que tu es très sensible aux illuminations parasites, C'est ça. j'imagine. En fait, au cours des différentes mesures, on a des LED qui simulent un peu les cycles jour-nuit. Et donc, en conditions réelles, avec les nuages, enfin, les conditions météorologiques, Oui, ça peut réellement perturber les résultats. Donc, là, on est quand même des mesures assez strictes, enfin, assez contrôlées, quoi. d'accord. Merci. Moi, j'ai juste une dernière question, mais c'est vraiment par curiosité. Oui. Du coup, il y a une raison pour le fait qu'elles étaient toutes faites au niveau plutôt proche du pétiole, les mesures. Peut-être que c'est comme ça que ça se fait. Ou En fait, on voulait dans un premier temps juste faire une mesure globalement toujours au même endroit pour avoir une D'accord. répétition. Et donc, par la suite, on a vu, avec le stress hydrique, globalement, les zones qui commençaient déjà à nécroser, c'était donc la bordure foliaire de la feuille. Donc, c'est pour ça qu'une étude sur ces zones-là pourrait un peu compléter un peu nos résultats et voir un peu au niveau donc, des différentes zones, c'est-à-dire de la nervure centrale, nervure périphérique, le nerf, si on a des décrochages qui vont être qui vont être plus importants sur cette zone-là que sur la partie, on va dire, base de la feuille. D'accord, ok. Ok, ben merci beaucoup, Chérif. Merci, Youline. Du coup, c'était la premier cycle de TITAC, donc n'hésitez pas à vous inscrire au prochain, donc, qui aura lieu en novembre. De toute façon, je vous renverrai le formulaire et le créneau. À savoir que du coup, le lien Zoom ne changera pas. Donc, vous pouvez le garder. Voilà, si vous ne le retrouvez pas, sachez que c'est le même lien Zoom pour tous les TITAG. Et aussi, pour ceux qui ne pourront pas y assister à tous, ils sont enregistrés et ils seront disponibles en rediffusion. Merci à tous et puis bonne fin d'après-midi. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.
Je me disais que j'arrivais pas à couper, mais en fait, c'est parce que tu étais encore en partage d'écran. Du coup, je vais me Ouais. attends, mais il est où le Titi pour fermer? À plus, Ok. ciao! Ciao.